En 1945, un prisonnier allemand s'échappe d'un camp situé dans les Alpes françaises et se fond dans la montagne. 25 ans après, on le découvre à la tête d'un modeste café de village, adoré par tous, avec une famille française. Comment un ancien soldat ennemi a-t-il décidé de ne plus jamais retourner chez lui? Mais 1945, dans les reliefs des Hautes-Alpes, non loin de Briançon, un vaste camp pour prisonniers allemands est implanté depuis plusieurs mois. La guerre s'est achevée en Europe. 2847 soldats allemands survivent derrière des barbelés. Ils logent dans des baraques en bois. Ils reçoivent un repas le matin et un autre le soir. Chaque détenu a droit à 1800 calories quotidiennes. C'est la norme. Pain noir, potage de légumes, occasionnellement un bout de viande. Les sentinelles françaises comptent tout. 89 militaires français gardent le périmètre, tandis que des gendarmes patrouillent le long des grillages. La France émerge tout juste du conflit. Les cités restent en ruine. Les chemins regorgent de nids de poules. Les lignes téléphoniques sont défaillantes. Pas d'ordinateur, pas de pièces d'identité photographiées à chaque coin de rue. Quand un homme s'évanouit dans les cimes, il peut bel et bien s'évaporer. Les habitants du coin observent le camp d'un regard las. La faim les a rongés durant la guerre. Ils ont subi l'occupation allemande pendant 5 ans. À présent, ces mêmes troupes sont captives sur place. Certains locaux compatissent, d'autres ruminent une rancœur tenace. Nul ne sait au juste que ressentir. Le conflit est clos, mais les plaies saignent encore comme des entailles récentes. Parmi ces captifs se trouve Klaus Weiler. Âgé de 24 ans, il est originaire de Bavière, au sud de l'Allemagne. Avant le conflit, il aidait à la ferme paternelle. Il adorait les vaches et les prairies verdoyantes. Puis l'armée l'a réquisitionné. On l'a vêtu d'un habit gris. On lui a seriné qu'il protégeait la mère patrie. Il est devenu simple soldat, grade modeste. En janvier 1945, il se battait en Alsace lorsque les Français l'ont fait prisonnier. Il grelottait de froid, crevait de faim, mais se réjouissait d'être capturé. Au moins, il ne périrait pas. Voilà 4 mois que Klaus incarne le détenu exemplaire. Jamais de grabuge, toujours docile aux injonctions. Sélectionné pour les cuisines du camp, il se lève chaque matin à 5 heures pour peler des pommes de terre, trancher des carottes, brasser les énormes chaudrons de bouillon. Les gardes français l'apprécient. Il bosse sans relâche, sans une plainte. Klaus baragouine le français. Sa grand-mère, alsacienne, lui susurrait des berceuses dans cette langue quand il était enfant. Ces bribes lui reviennent en mémoire. Aujourd'hui, elles lui sont vitales. Il cause avec les factionnaires qui lui glissent parfois une tranche de pain supplémentaire. Pourtant, Klaus rêve de son foyer à longueur de journée. Il imagine sa mère en pleurs, son cadet, âgé de 15 ans lors de son départ. Les champs de blé mûrs de Bavière. La nuit, par la lucarne du baraquement, il contemple les sommets sombres se découpant sur le ciel. Les Alpes paraissent immenses, si proches, irrésistibles. Il s'interroge sur ce qui se cache au-delà, s'il pourrait regagner l'Allemagne à pied, si on le traquerait vraiment. Le 17 mai, tout bascule. Un camion livrant sacs de farine et caisses de légumes pénètre dans le camp. Klaus décharge avec 2 codétenus, les gardes sont distraits. Il vérifie les sacs, contrôle les documents du conducteur. L'arrière-bail grand ouvert, couvert d'une toile épaisse. Son pouce s'emballe. Il jette un œil alentour. Personne ne l'épie. Une seconde d'inattention. Il invoque sa mère, la liberté. Sans plus tergiverser, Klaus se faufile sous la bâche, entre 2 caisses de choux. Il retient son souffle. Il perçoit les voix des sentinelles dehors, le claquement des portières par le chauffeur. Le moteur vrombit. Le véhicule s'ébranle. Klaus encaisse chaque chaos de la piste. La terreur lui noue les tripes. Le camion parcourt 22 minutes avant de stopper. Le chauffeur descend, une porte claque. Le calme. Klaus guette. 5 minutes. 10. Puis il entr'ouvre la toile. Dehors, le camion stationne devant une épicerie villageoise. Le conducteur discute à l'intérieur. Klaus bondit à terre. Il porte toujours son tenue de captif. Ce matin, il a subtilisé une couverture et un bout de pain en cuisine. C'est son unique bien. Il détale vers la montagne. Ses gambettes filent, sans un regard en arrière. Il sprinte jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à perdre le village de vue, puis il progresse à pied. Il avance toute la journée à pied. La pente est abrupte. Les pierres blessent ses pieds à travers ses souliers râpés. La nuit tombe. Le froid s'intensifie. Klaus repère une modeste cavité entre 2 rochers massifs. Il se blottit sous sa couverture. Il grignote la moitié de son pain. Il grelotte. Il se dit qu'il a commis une grave faute. Au matin suivant, des gendarmes débarquent au camp. Ils passent les prisonniers en revue. Klaus Weiler est absent. Les gardes fouillent le camp de fond en comble. Ils inspectent chaque baraque, les cuisines, les cabinets. Klaus reste introuvable. Le commandant s'emporte. Il bugle ses instructions. Les gendarmes rédigent un rapport officiel. Celui-ci le qualifie de dangereux, peut-être armé. Mais Klaus n'est nullement une menace. Il n'a aucune arme. Juste la peur, la faim et le gel. Le document circule vers toutes les gendarmeries locales. Pourtant, la zone est vaste, les massifs imposants. En 1945, pas de talkies-walkies ni d'hélicoptères pour ratisser large. Klaus Weiler n'est plus qu'un nom sur du papier, un évadé parmi tant d'autres dans le tumulte d'après-guerre. Les recherches durent 2 semaines avant de s'essouffler. On suppose Klaus mort dans la montagne, fauché par l'hiver rigoureux. Le dossier est classé. Pourtant, Klaus vit toujours.
Quelque part dans les Alpes, il frissonne au fond de sa grotte, scrute le ciel et s'interroge sur la suite. Il y reste terré 3 jours. Il avale le pain restant. Il boit à un ruisseau voisin des rochers. Les nuits sont si glaciales que ses dents s'entrechoquent, l'empêchant de dormir. De jour, il observe la vallée en contrebas. Il distingue de minuscules maisons d'où s'élève une fumée des cheminées. Des silhouettes circulent sur les sentiers, paraissant si ordinaires, si paisibles. Klaus repense aux dernières années de guerre en Allemagne. Les villes ravagées par les bombes lui reviennent, les files interminables pour un bout de pain. En 1944, chaque Allemand se contentait de 600 calories quotidiennes. Même au camp, il en avait 1800, le triple. Et voilà que cette vallée française semble si sereine, si animée. Au 4e jour, Klaus ne peut plus rester. Plus une miette. Il grimpe plus haut par crainte des villages en bas. Il parcourt des heures durant. Ses jambes flageolent. Sa vue se trouble. Enfin, il tombe sur un ancien chalet de bois, un refuge d'alpage pour bergers estivaux avec leurs troupeaux en altitude. Mais en ce mois de mai, il est désert. La porte est close, mais une vitre brisée permet d'entrer. Dedans, l'obscurité règne, imprégnée d'une odeur de bois ancien. Une table, un lit de paille, une petite cheminée. Klaus fond en larmes de joie. Un toit. Il dort 2 jours d'affilée. À son réveil, la faim le tord les entrailles. Il sort explorer. Il déterre des racines comestibles, cueille des baies sauvages. Maigre pitance, mais toujours mieux que le vide. Les jours s'écoulent. Mai cède à juin, Klaus s'adapte à la survie. Il repère des champignons, attrape à l'occasion un poissonnet à main nue dans un torrent. Feu dans la cheminée, mais seulement nocturne pour masquer la fumée. Chaque jour, ses yeux scrutent la vallée. La vie suit son cours sans lui. Un jour de juin, il redescend légèrement. Il découvre un verger abandonné de pommiers. Les fruits sont immatures, mais il en croque. Verts et aigres, il calme toutefois son estomac. Tout en mastiquant, il contemple le village en bas. Un marché grouille, étal de tomates écarlates, carottes orangées, salades verdoyantes. Des rires fusent, des discussions animées. Des gamins courent partout. Son cœur se noue. En Allemagne, l'ultime année de guerre n'offrait pas cela. Magasins nus, enfants émaciés. Et ici, un an post-armistice, la France bourdonne déjà, incroyable. Les semaines filent, Klaus ose davantage. La nuit, il pille des potagers, une carotte par-ci, un chou par-là. La honte le ronge, mais la faim commande. Une nuit de septembre, il subtilise 6 pommes de terre dans un lopin près d'une ferme isolée. Il les fourre dans sa chemise. Prête à filer, une voix l'arrête net. Une vieille femme se dresse à la porte, lampe à huile en main. Elle fixe Klaus. Il se pétrifie. Certain qu'elle va hurler. Il craint que les gendarmes ne débarquent d'un instant à l'autre. Il se tient prêt à détaler. Pourtant, la vieille ne pousse pas un cri. Elle l'observe longuement. Elle remarque son uniforme de prisonnier crasseux et en lambeaux. Elle distingue son visage émacié. Elle perçoit la terreur dans son regard. Enfin, elle murmure des mots que Klaus met un moment à saisir. « Attends-la, mon garçon ». Elle disparaît à l'intérieur. Klaus pourrait filer sur le champ. Il le devrait. Mais une force invisible le cloue sur place. Bientôt, elle réapparaît avec un sac de toile. Elle le lui tend. Dedans, un pain complet, un large morceau de fromage et une vieille veste en laine. Klaus reste muet, les yeux écarquillés. « Dégage maintenant, dit-elle, et ne reviens pas piller. Si t'as faim, frappe à ma porte. » Puis elle referme derrière elle. Klaus regagne son chalet en pleurant sans relâche. Il peine à y croire. En Allemagne, durant la guerre, un voleur de bouche était dénoncé illico et risquait le peloton. Or, cette Française lui offre vivres et habits. Elle lui porte secours. La propagande nazie clamait que les Français étaient mous et dégénérés. Mais cette femme déborde d'une force inédite pour Klaus. Il apprend qu'elle se nomme Marguerite Blanc, a 67 ans et vit seule depuis la mort de son époux à la Grande Guerre. 2 semaines plus tard, Klaus toque discrètement chez elle. Il réclame à manger. Marguerite lui ouvre et l'invite à l'intérieur. Elle lui sert une soupe fumante avec du pain. Elle évite les interrogatoires. Elle se contente de « La guerre est terminée, fiston. Dieu en a assez des tueries. » Désormais, Klaus passe la voir toutes les 2 semaines. Elle lui fournit des provisions, des frusques usées de son défunt mari. Fini l'uniforme de bagnard, il a l'air d'un simple paysan français. Marguerite lui enseigne un français plus correct. Elle lui narre les légendes du village. Elle l'informe que les gendarmes ont renoncé à le traquer depuis belle lurette. Tout le monde le croit crevé dans les hauteurs. Du sommet de son refuge alpin, Klaus scrute Saint-Martin de Belleville. L'automne s'installe. Les feuillages virent à l'or et au pourpre. Il aperçoit des camions filés sur la route en contrebas. Des véhicules américains chargés de denrées et de matériel. Le plan Marshall soulage l'Europe. Klaus voit les caisses déversées devant la mairie. Lait en poudre, farine fine et même du chocolat pour les villageois. Du chocolat, lui n'en a pas goûté depuis 1942. Les souvenirs de la dernière année de guerre en Allemagne affluent. Sa mère patientant 3 heures
pour 200 grammes de pain sombre. Son petit frère, perpétuellement affamé, les gens se nourrissant d'épluchures de patates. Et voilà ce bourg alpin gavé de camions d'abondance. Une révélation germe. L'Allemagne n'était peut-être pas si invincible que le prétendait la propagande. Peut-être sombrait-elle dès le départ. Un dimanche après-midi, une vision bouleverse tout. À la lorgnette prêtée par Marguerite, il mate la place du village. Des gosses s'ébattent en riant. Un camion banal s'amène, pas militaire. Le conducteur décharge des caisses, Klaus zoom, des bouteilles de Coca-Cola. Les mioches hurlent de joie, font la file. Chacun en reçoit une. Klaus repose ses jumelles. Il reste prostré 1 heure, immobile. Chez lui, les enfants crevèrent de faim. Ici, 1 an après l'armistice, il sirote du coca. Ce soir-là, dans le carnet offert par Marguerite, Klaus griffonne « On croyait triompher, dominé par la force. Mais on ignorait la vraie opulence, l'abondance authentique. On végétait dans le mirage. L'hiver 1945 fond sur les lieux. Klaus s'enferme au chalet, mais c'est l'enfer. Le gel mord affreusement. La neige s'amoncelle aux fenêtres. Impossible de redescendre chez Marguerite. Il entame ses réserves automnales. Fromage dur, pommes sèches, patates. Il entretient le feu jour après jour pour ne pas périr. Par instant, il se figure sa fin solitaire en montagne. Pourtant, il tient bon. Au printemps 1946, dès que la neige commence à fondre, Marguerite grimpe jusqu'au chalet. Prête à tout, elle frappe à la porte. Klaus lui ouvre. Il est squelettique, mais bel et bien en vie. Marguerite fond en larmes de joie. Elle lui annonce qu'elle a discuté avec un habitant du coin qui cherche de la main-d'œuvre. Il s'appelle Marcel Dupont et possède une fromagerie isolée à 3 km du village. Marguerite s'est bien gardée de préciser que Klaus est un ancien prisonnier allemand. Elle a simplement mentionné un jeune gars discret, besogneux et sans curiosité excessive. Klaus hésite, terrifié. Et s'il apprend ma vraie identité? Marguerite le rassure. Marcel a fait partie de la résistance durant la guerre. Il en a vu des horreurs. Il sait que la vie n'est pas tout noir ou tout blanc. Va le voir. Sois honnête et on avisera. 1 semaine après, Klaus se rend à la fromagerie. C'est une bâtisse en pierre surmontée d'un toit rouge. Marcel Dupont, quinquagénaire imposant à la barbe grisonnante, s'active dehors à réparer une porte. Le cœur de Klaus cogne à tout rompre. En français, il lance « Monsieur Dupont, c'est Madame Blanc qui m'envoie, je cherche du boulot ». Marcel l'observe attentivement. Il décèle aussitôt quelque chose d'inhabituel chez ce jeune, la crainte dans le regard, la méfiance instinctive. « Marguerite m'a prévenu que ton passé était chargé. Viens, on discute à l'intérieur. » À l'intérieur de la fromagerie, Klaus vide son sac. Prisonnier de guerre, évasion, 1 année caché dans la montagne. Il aspire seulement à bosser tranquillement et à couler des jours paisibles. Marcel l'écoute sans broncher. Au terme du récit, un long silence s'installe. Puis il déclare « Ton français s'est bien amélioré, non? Désormais, tu t'appelleras Claude Mercier. Tu viens de Bretagne, ta famille a péri pendant la guerre et tu es venu par ici pour te refaire une vie. C'est ta version officielle, à répéter à qui veut l'entendre. Pigé ?» Klaus n'en revient pas. « Mais pourquoi m'aider? J'étais votre adversaire ?» Marcel rétorque. « La guerre m'a montré des Allemands massacrant mes camarades, mais aussi en épargnant des gosses qu'ils auraient pu abattre. J'ai vu des soldats français commettre l'irréparable. Le conflit rend tout le monde monstrueux. Elle est terminée, cette saleté. Si je te traite encore d'ennemi, c'est Hitler qui l'emporte. Il aura semé la rancune éternelle dans mon cœur. Je lui refuse cette triomphe. » Klaus entame son boulot à la fromagerie. Il se forme à la fabrication du fromage. Cailler le lait, manipuler les grosses meules, les rincer à l'eau salée. La tâche est rude, mais il s'y plaît. Fini les tirs, les hurlements d'officiers, Marcel le respecte, le rémunère modestement. Klaus s'offre enfin de vrais repas, des habits décents. On l'appelle Claude pour de bon. Les mois filent, son français s'affine, son accent teuton s'estompe. Il côtoie les villageois qui le prennent tous pour un breton pur jus. Personne ne se doute de rien. Pourtant Klaus perçoit une bizarrerie, les Français s'expriment sans filtre. Ils pourfeinent le gouvernement, s'affrontent sur la politique, plaisantent, argumentent avec fougue. Chez les nazis, pareille audace vous valait la disparition pure et simple. Ici, on ose penser à voix haute, sans trembler. Voilà ce qu'est la liberté authentique, se dit-il. Non pas dominer les autres, mais clamer ses idées sans crainte. En décembre 1948, un événement bouleverse Klaus à jamais. Noël se profile, Marcel convie Claude au réveillon familial. Klaus refuse d'abord, paralysé par la peur, mais Marcel s'entête. 3 ans que tu es seul, personne ne mérite la solitude un soir de Noël. Le 24 décembre 1948, Klaus franchit le seuil de la maison de Marcel. 8 convives, l'épouse, les 2 enfants, la sœur avec son mari, les vieux parents, la table déborde. Un imposant chapon rôti, des pommes de terre rôties, des haricots verts, du pain blanc tout chaud, du fromage, du beurre, 2 bouteilles de vin, une bûche en dessert. Klaus, figé sur le pas de la porte, calcule mentalement au moins 4 kilos de mets pour 8 personnes, soit 500 grammes par tête, sans compter le vin et le sucré. Il songe à sa famille allemande. Grâce au contact de Marguerite, des lettres clandestines ont circulé vers sa mère qui a répondu en retour.
Sa mère lui a écrit que la situation s'améliore légèrement en 1948, mais que les temps restent durs. Elle fait encore la queue pour du pain, 200 grammes par personne et par jour. Son jeune frère a 18 ans à présent. Il est très maigre. Il a passé l'hiver précédent alité, malade. Et voilà que Klaus contemple cette table chargée de victuailles. Son cœur se fend. Marcel lève son verre. Il porte un toast à ceux qui osent repartir de zéro, à ceux qui optent pour la vie après avoir frôlé la mort, à leur ami Claude qui s'est fait une place parmi eux. Tous trinquent. Klaus boit lui aussi, puis les sanglots le submergent. Il ne peut plus se retenir. Les larmes ruissellent sur ses joues. La famille l'observe, inquiète, et l'épouse de Marcel lui demande « Claude, qu'est-ce qui t'arrive ?» Klaus sanglote encore longtemps. Enfin, il murmure qu'il pense à sa famille, à tout ce qu'il a perdu, aux années englouties par cette guerre absurde. Marcel pose une main sur son épaule. Il lui dit « Côte 12 ». Cette nuit-là, Klaus regagne la modeste chambre qu'il occupe au-dessus de la fromagerie. Il sort son carnet. Il y note « J'ai échappé à un camp français pour reconquérir ma liberté. Mais en me cachant ici, j'ai découvert plus de liberté qu'en regagnant l'Allemagne. Personne ne me condamne pour mon passé. On m'évalue sur mon fromage, sur mon labeur, sur ma bonté. L'idéologie nazie nous a seriné pendant des années que nous étions supérieurs, que nous dominerions le monde, que les autres peuples étaient inférieurs. Mais elle a menti, elle a ravagé nos âmes, elle nous a dérobé nos plus belles années. Tandis que nous crevions de faim en nous croyant invincibles, les Français savouraient du pain blanc et discouraient librement sur la place du village. Quelle suprématie! Quelle victoire dans le mensonge! Je ne puis rentrer en Allemagne. Je ne saurais affronter un pays qui me rejetterait. Ici je suis Claude Mercier. Ici je suis libre. Les années 1949 et 1950 s'écoulent. Klaus mène l'existence de Claude Mercier. Il bosse dur, met de l'argent de côté, maîtrise les secrets de la fromagère. Marcel lui accorde une confiance absolue. En 1950, au marché, Klaus croise une jeune femme nommée Hélène. Elle a 23 ans. Elle est tendre et charmante. Ils discutent, se recroisent, s'éprennent l'un de l'autre. Klaus sait qu'il lui doit la vérité. Un soir, au bord de la rivière, il lui avoue, il lui déballe tout. Son véritable nom, son origine allemande, son statut d'ex-prisonnier, sa fausse identité. Il s'attend à la voir s'enfuir. Mais Hélène demeure. Elle plonge ses yeux dans les siens. « Je m'en doutais. Ton accent trahit un peu d'étrangeté. Tes yeux ont une lueur particulière. Ça m'importe peu. Je n'aime ni Claude Mercier, ni Klaus Weiler. J'aime l'homme face à moi. Celui qui s'échine, qui est bon, qui a préféré la paix. » Ils se marient en 1952, une cérémonie discrète à la mairie. Seule Marguerite, Marcel et quelques intimes y assistent. Pour Hélène, c'est le secret. Pour Marcel, pareil. Pour Marguerite aussi. Pour le monde, c'est simplement Claude Mercier qui unit sa vie à une villageoise. Les années filent comme un torrent. Klaus et Hélène élèvent 2 enfants. Une fille, née en 1953, un fils en 1955. Klaus les voit grandir, le cœur gonflé de bonheur mêlé d'angoisse. Ils parlent français, ils fréquentent l'école locale. L'Allemagne leur est inconnue, le passé militaire de leur père aussi. Pour eux, il n'est que papa, un Claude Mercier fromager qui rentre chaque soir. En 1956, tout bascule. Marcel envisage la retraite. Il est âgé, épuisé. Il suggère à Klaus de racheter la fromagerie. Klaus a thésaurisé 6 ans durant. Il dispose de quoi acquérir la moitié. Marcel lui consent un tarif modeste. Tu as sué sang et eau. Tu mérites ton commerce. Mais Klaus rêve plus grand. Au cœur de Saint-Martin-de-Belleville trône un bâtiment abandonné. Ancien café d'avant-guerre, son propriétaire est décédé sans successeur. Klaus l'achète. Il y investit toutes ses économies. Pendant 6 mois, il rénove, pose tables et chaises, équipe une cuisine, badigeonne les murs d'un jaune pâle, fixe des rideaux blancs aux fenêtres. En 1957, le café ouvre ses portes. Klaus le baptise Côte 17, un nom chargé de sens à ses yeux, car ce village lui a servi de havre pendant 12 années. L'établissement gagne rapidement en popularité. Klaus y propose du café et du thé, des sandwichs au fromage qu'il prépare lui-même, ainsi que de la soupe et des pâtisseries réalisées par Élise. Pourtant, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'ambiance. Klaus accueille chacun avec une grande bienveillance, il écoute attentivement les clients, retient leurs prénoms et leurs boissons préférées. Les habitués ne viennent pas seulement pour se restaurer, mais pour se sentir à l'aise. Klaus introduit également quelques plats allemands. L'Apfelstrudel, une tarte aux pommes typique, et la choucroute alsacienne. Lorsque les villageois l'interrogent sur l'origine de ces recettes, il répond « Côte 18 ». C'est une vérité à moitié vraie, que tout le monde accepte sans broncher. Les années 1960 s'écoulent, le café prospère. Klaus et Hélène coulent des jours heureux. Leurs enfants grandissent. La fille aspire à devenir enseignante, le garçon rêve de médecine. Klaus déborde de fierté. Pourtant, un secret pèse toujours au fond de son cœur. Il pense souvent à sa famille en Allemagne. Grâce à des correspondances clandestines, il apprend la mort de sa mère en 1959. Il n'a pu assister à ses obsèques. Il a pleuré seul dans sa chambre. Son jeune frère s'est installé à Munich
1945, il s'est marié et a fondé une famille. Klaus ne les a jamais rencontrés. En 1968, la France connaît des remous. Les jeunes se révoltent, réclamant plus de liberté et contestant l'autorité. Klaus observe ces événements avec curiosité. Il réalise que, même ici, les gens luttent pour leurs droits. Il se convainc que la liberté n'est jamais acquise. Il faut la défendre sans relâche. Puis, en 1970, un tournant s'opère. Un journaliste nommé Antoine Rousseau arrive au village. Il collabore au journal Le Dauphiné libéré et enquête sur les prisonniers de guerre jamais rentrés. Dans les archives militaires, il exhume des documents, dont des listes de disparus. Le nom de Klaus Weiler y figure. Antoine interroge les habitants. A-t-on vu un étranger en 1945 ou 1946 ? Connaît-on quelqu'un à l'accent inhabituel ? On lui parle de Claude Mercier, arrivé en 1946, prétendument de Bretagne, mais avec un parler qui ne colle pas vraiment. Antoine pousse jusqu'au café, commande un café et une part d'Apfelstrudel. Il discute avec Klaus, l'interroge sur son passé. Klaus perçoit la menace mais garde son calme et répond courtoisement. Antoine, finaud, note des détails. La prononciation de certains mots, la maîtrise des recettes germaniques, la gêne évidente dès qu'on aborde la guerre. Il multiplie les visites, discute avec Marcel, avec Marguerite, qui à 90 ans se tait obstinément, et d'autres. Marcel refuse pareillement de parler, mais Antoine persévère. Un jour, il entre au café, s'installe et fixe Klaus dans les yeux. Le cœur de Klaus s'emballe, 25 ans de crainte, et voilà qu'elle se concrétise. Il pourrait nier, espérer qu'Antoine se lasse, mais il en a assez des mensonges. À 49 ans, cheveux grisonnants, avec une famille française, des amis, son café, une existence bâtie. Pourtant, ce n'est pas vraiment la sienne. C'est celle de Claude Mercier. Klaus Weiler n'est plus qu'un nom sur un document jauni dans les archives. Klaus balaie du regard son café, les murs jaune pâle qu'il a peints, les tables animées de rires et de conversations, la place du village visible par la fenêtre où ses enfants ont joué enfant. Il inspire profondément. Côte 20. Au cours des 3 jours suivants, Klaus se livre à Antoine. Il évoque le stalag, l'évasion, l'hiver rigoureux dans le chalet, l'aide de Marguerite, la chance offerte par Marcel, la découverte des mensonges de la propagande nazie, le Noël où il a fondu en larmes, sa rencontre amoureuse avec Hélène et les 25 années passées ici. Il déverse toute son histoire. Antoine rédige l'article qui paraît dans le Dauphiné libéré en juin 1970. Le titre annonce « Code 21 ». Le papier occupe 3 pages entières et retrace fidèlement le parcours de Klaus. Une photo le montre devant son café. Il affiche un air grave mais aussi apaisé. L'article provoque une vive émotion. Les grands journaux nationaux le reprennent. La télévision souhaite l'interviewer. Au village, les habitants sont d'abord stupéfaits. Ils ignoraient que Claude Mercier était en vérité Klaus Weiler. Certains s'indignent, accusant une tromperie. Pourtant, la majorité compatit. Ils affluent au café pour lui serrer la main, lançant _bas, côte _bas, 22 _bas, les autorités françaises lancent une enquête. Elles constatent l'usage de faux papiers, un délit au regard de la loi. Mais elles notent aussi qu'il a acquitté ses impôts durant 25 ans, œuvré avec intégrité, évité tout démêlé avec la justice et élevé 2 enfants français. Le procureur classe l'affaire Cote 23. Le gouvernement accorde à Klaus une amnistie totale avec de vrais documents français. Il peut adopter Claude Weiler ou conserver Claude Mercier. Il opte pour ce dernier. Il sait désormais qui il est. Klaus Weiler a péri dans cette grotte glacée en 1945. Claude Mercier est né de la bonté de Marguerite et du cran de Marcel. Quelques semaines plus tard, une lettre arrive d'Allemagne de son jeune frère âgé de 43 ans. Il a découvert l'article dans un quotidien allemand. Il écrit « Code 24 ». Klaus verse des larmes en la lisant. Il rédige une réponse détaillée, confessant sa terreur, sa culpabilité, sa renaissance dans une existence neuve, son désir de n'avoir blessé personne. En septembre 1970, le frère débarque à Saint-Martin-de-Belleville avec son épouse et ses 2 enfants. Klaus l'attend face à son café. À sa vue, il reste figé. Son frère arbore un bedon prononcé et des cheveux grisonnants, loin du gamin de 15 ans gravé en sa mémoire. Ils s'observent longuement puis s'élancent l'un vers l'autre, riant et pleurant à la fois. Le frère murmure en allemand. La famille de Klaus séjourne une semaine en France. Il leur fait visiter le village, le chalet de sa survie, la demeure de Marguerite, disparue mais occupée par sa petite fille, la fromagerie de Marcel et son café. Le frère commente Cote 26. Avant le départ, il promet Cote 27. Klaus gère son café 15 années de plus. Il devient une figure locale réputée. Des touristes affluent pour découvrir l'établissement de l'allemand sédentaire. Il assume pleinement son passé, en parle sans phare aux jeunes, _bas, côte _bas, 28 _bas, en 1985 à 64 ans, Klaus se retire. Il cède le café à son fils,
qu'il exploite aujourd'hui. Avec Hélène, il s'offre une modeste maison au jardin. Il cultive fleurs et potagers, dévore des livres, accueille ses petits-enfants. Il leur narre des contes, pas ceux de la guerre, mais ceux du courage pour demeurer, de l'amour conquis, de la paix atteinte. Klaus s'éteint en 1998 à 77 ans. Ses obsèques réunissent plus de 200 personnes. Villageois, bienfaiteurs d'antan, sa famille française et allemande venue d'outre-Rhin. Un émissaire du gouvernement français est présent. Dans son allocution, il déclare que Claude Mercier, né Klaus Weiler, nous a prouvé que la réconciliation va bien au-delà d'un simple mot. C'est un choix exigeant, un choix d'une bravoure exemplaire. Le Café Refuge est toujours là en 2025, géré désormais par les petits-enfants de Klaus. Sur le mur trône une plaque de bronze qui proclame « Ici, Klaus Weiler a découvert la paix après la guerre. Ici, il s'est mué en Claude Mercier. Ici, il a compris que la véritable force ne réside pas dans la conquête, mais dans le pardon et le renouveau. Que tout voyageur lasse y trouve son havre. » Dans le café figure aussi une ancienne photo sous verre, un jeune homme émacié devant un chalet montagnard en 1946. À côté, une autre prise en 1970 montre le même individu, plus âgé, rayonnant devant son établissement. Sous ces images, une citation manuscrite de Klaus « J'ai déserté par crainte en 1945. Je suis demeuré par amour. La France m'a rendu la dignité que l'Allemagne nazie m'avait ravie. Ici, j'ai saisi qu'un homme n'est pas jugé à l'uniforme de sa jeunesse, mais aux mains qu'il serre et au pain qu'il rompt tout au long de sa vie. » Les touristes affluent encore de nos jours pour lire ces lignes. Certains versent des larmes, d'autres méditent en silence, tous saisissent la même leçon. Les actes de courage les plus profonds ne consistent pas toujours à combattre. Ils consistent à opter pour la paix lorsque le monde réclame la guerre, à ériger des ponts là où tous dressent des remparts, à embrasser l'amour malgré les hurlements du passé qui enjoignent le refus. Klaus Weiler est parti en guerre à 20 ans, persuadé de sauver sa patrie. Il a achevé son existence à 77 ans, conscient d'avoir sauvé sa propre âme. Non en regagnant l'Allemagne, mais en s'établissant dans un modeste village des Alpes françaises, là où une aînée lui avait offert du pain, où un ancien résistant lui avait tendu la main, où une jeune femme lui avait livré son cœur et où il avait enfin rencontré ce que la propagande ne saurait jamais dispenser. La vérité évidente que nous ne sommes tous que des humains en quête d'un lieu pour vivre en paix et être aimés. Le tout dernier mot que Klaus griffonna dans son journal, la nuit précédant sa disparition, était d'une simplicité poignante. Il nota « Merci, merci à la France qui l'a accueilli, merci à Marguerite qui l'a arraché à la mort, merci à Marcel qui a cru en lui, merci à Hélène qui l'a chéri, merci à ses enfants qui l'ont nommé papa, merci à ce village devenu sa véritable terre natale, non celle que lui promettait la propagande, mais celle qu'il avait élue de tout son cœur.